le chocolat de choc. C'était une troupe fort maigre qui s'approchait de la bouche de l'issue d'Ossure, de Ligue d'Ossure, pardon. C'est un gouffre de la sauvage brownie, tout enroché et petit chêne truffier, en plein milieu du causse de Gramma. De Joly était un peu inquiet. Delavore et Gèze, encore très novices, étaient seuls à pouvoir l'aider dans l'équipement et l'exploration de ce grand trou, d'assez méchante réputation, puisque Armand Viré et Elle Belle n'avaient pu le vaincre 32 ans auparavant. Ces spéléologues confirmés avaient même dû sacrifier un train d'échelle qui était tombé dans l'eau. À vrai dire, ce dernier fait était plutôt encourageant, puisqu'on pouvait espérer rejoindre l'une des rarissimes rivières souterraines de la région, et trouver ainsi, peut-être, un nouveau Padirac. Le poste de surface est confié à Madame Delavore, parfaitement capable de comprendre les ordres lancés par téléphone et de les transmettre à deux braves paysans un peu braconniers et fort curieux de nature, qui offraient leur aide bénévole. Le sondage, très difficile et douteux, étant fait, les échelles sont déroulées dans la large gueule aux abords heureusement propres et dégagés. La corde téléphonique, accrochée à sa ceinture, le président s'enfonce lentement sous terre. L'abîme est gigantesque, mais malheureusement oblique et hélicoïdal. Cela oblige à des tas de précautions pour rendre, et cela rend l'exploration délicate. Les pieds ont du mal à trouver leur place sur les barreaux, les doigts se font écraser sur la paroi. La seule solution consiste à descendre sur le flanc, en dégageant l'échelle du rocher. Mais par moments, elle glisse latéralement et subit de fortes secousses quand le poids de l'explorateur l'entraîne hors de la verticale initiale. Bientôt, l'obligation de relais successifs devient impérieuse. Delavore puis Gèze rejoignent alors de Joly dans une niche à moins 65 mètres. L'endroit est presque confortable et l'on décide de son aménagement. Un nouveau poste téléphonique y est installé pour maintenir la jonction avec la surface grâce à un fil indépendant, tandis que la corde téléphonique qui doit assurer l'homme de tête y est entièrement filée. De Joly reprend la descente après avoir rajouté plusieurs trains d'échelle. C'est ensuite Delavore qui rejoint le président, s'amarre à un médiocre pilier par 125 mètres de fond et conserve de là un contrôle plutôt incertain sur la suite du gouffre. Les heures passent, la position de Gèze dans sa niche n'est plus à envier. Seul, avec une bougie, il faut économiser le photophore à acétylène, il doit à la fois rassurer par téléphone supérieur Madame Delavore qui s'inquiète du long silence de son mari, répondre au téléphone inférieur quand de Joly demande qu'on lui donne lentement de la corde d'assurance et tenir celle-ci très fermement puisqu'elle représente la seule sécurité pour ceux d'en bas et qui en usent évidemment alternativement. Les fesses glaciées, le torse en sueur, à la fois ankylosé et fourbu, il commence à avoir rudement faim et soif. Dans un moment de calme, il peut descendre à moins 80 mètres et dans un petit renfoncement, boire goulûment l'eau conservée dans une anfractuosité latérale que de Joly lui avait signalée. Puis il explore les sacs et musettes laissés auprès de lui dans sa niche. Déception. La traditionnelle boîte de thon de réserve est absente. Le président l'a certainement emportée avec lui et doit être en train de la savourer par moins 165 mètres au bord du lac, profond de 19 mètres, terminus infranchissable de l'abîme, auquel il a dit qu'il était parvenu. Tout ce qui reste est une tablette de chocolat un peu bizarre, mais dont un petit morceau se laisse tout de même grignoter. Réflexion faite, ce n'est pas mauvais, et de morceau en morceau, entre les brassées de cordes qu'il faut remonter, avec les explorateurs au bout, la tablette y passe intégralement. Il fait nuit noire, lorsqu'enfin, les trois hommes regagnent la surface. Le président, satisfait de sa descente, qui constitue un record de profondeur pour les causes du Quercy, et content du résultat malgré l'absence de la rivière espérée, déclare généreusement «
nous avons tous bien travaillé, et nous allons enfin nous restaurer convenablement. Surtout vous, Gèse, qui êtes le plus jeune, vous devez avoir l'estomac dans vos talons. Certainement, cher président, je vous dînerai avec plaisir, mais j'ai heureusement trouvé quelque chose à manger, ce qui m'a permis de ne pas tomber d'inanition. Ah? Vous aviez emporté les provisions avec vous? Non, mais j'ai déniché un bout de chocolat dans votre musette et j'en ai profité. Comment? Malheureux, vous avez touché aux vivres de réserve? J'espère que vous n'en avez pas trop pris au moins. Ma foi, vous savez, la tablette n'était pas bien grosse. Mais c'est un crime! Vous ne vous rendez pas compte? C'était un échantillon d'un nouveau chocolat super vitaminé préparé par les grandes expéditions en haute montagne et dont on m'avait fait cadeau pour que j'en éprouve sa valeur en spéléologie. Il devait durer pendant plusieurs mois. Vous êtes un goinfre abominable. Vous flanquez par terre mon organisation. Vous ruinez ma campagne estivale. Devant l'hilarité générale provoquée par cette tirade et surtout par la raison qui la motivait, De Joly, très vexé, s'engouffre dans sa voiture et part tout seul vers le restaurant où ses confrères le retrouvent une demi-heure plus tard autour d'une bonne soupe au lard qui réconcilie tout le monde. Mais, dans les grandes occasions, Delavore et Gèse lui ont souvent reparlé de son chocolat de choc. Il l'a dégusté plus que s'il l'avait mangé lui-même.